Quand on parle de myopathie de Duchenne, on annonce une très mauvaise nouvelle, parce que c'est une des myopathies qui a le pronostic le plus sévère. Comme je vous disais, il y a différentes sortes de myopathies, certaines qui restent légères et d'autres qui sont vraiment sévères. Et c'est clair, ça c'est comme quand on annonce toute mauvaise nouvelle en pédiatrie, toute maladie progressive, toute maladie qui finalement a un mauvais pronostic. C'est donc des moments très difficiles. Et les parents sont souvent quand même un petit peu choqués par ce qu'on leur apprend. Et souvent on doit les revoir dans un deuxième temps pour expliquer les choses de manière un peu plus précise. C'était diagnostiqué à 5 ans, je crois. Quand j'étais enfant, je marchais, jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, ouais, j'étais en chaise, mais je suis m'y faire, quoi. C'est devenu, c'est partie de ma vie, mais c'est pas quelque chose que je veux toujours souligner. On a vu quand il avait à peu près 2 ans qu'il avait des problèmes de marcher, de monter les escaliers, qu'il tombe. Mais on ne savait pas du tout qu'est-ce que c'était. On était allé chez le pédiatre et pendant 3 ans, on a fait le tour de plusieurs médecins. Et finalement, c'était à l'âge de 5 ans qu'on a reçu le diagnostic qu'il avait la myopathie de Duchenne. Alors la maladie de Duchenne touche des garçons. C'est des petits garçons qui parfois ont eu un petit retard de la marche, pas toujours, et puis qui par la suite, je dis en général entre l'âge de 2 et 5 ans, commencent à avoir des difficultés à la marche, mais surtout à la montée des escaliers, quand ils essayent de sauter, donc tout ce qui implique plus de force, et qui finissent par avoir une démarche un petit peu maladroite, parfois un peu dandinante. On peut aussi remarquer qu'ils ont des mollets souvent assez gros, donc on a l'impression qu'ils sont plutôt musclés. Et en fait, c'est une fausse impression, c'est parce que le muscle est remplacé par de la graisse. Par la suite, c'est des enfants qui peuvent avoir une démarche qu'on appelle un petit peu sur la pointe des pieds. Et ça, c'est dû en fait à un déséquilibre au niveau de la force de certains muscles, qui aboutit aussi à une certaine contraction de tendons et une démarche un petit peu dandinante. Donc clairement, ils ont une démarche anormale et commencent à avoir des difficultés dans tout ce qui nécessite la force du bassin. Chez ces enfants-là, on remarque aussi des difficultés à se lever depuis la position couchée par terre. Quand on leur demande de se mettre debout, ils font une espèce de manœuvre qui porte le nom de manœuvre de Gowers, d'après la personne qui l'a décrit, où, parce qu'ils ont une faiblesse au niveau de la hanche, ils prennent appui sur leurs jambes avec leurs mains. Et ils escaladent en fait leurs cuisses et leurs mains pour se mettre debout. Donc tous ces symptômes sont pour nous des symptômes qui doivent nous faire penser à une myopathie et en particulier à la maladie de Duchenne. L'évolution, c'est assez lente. Il marche encore, mais il marche plus en plus mal, il tombe plus en plus souvent. Et pour Aiden, c'était à l'âge de 10 ans qu'il avait, non même 9 ans, qu'il avait arrêté de marcher, qu'il a dû prendre une chaise roulante pour déplacer. C'était un grand choc, oui. Et apparemment, c'était à cause d'une mutation spontanée, qui est le cas pour 30% des personnes. C'était pas dans la famille, on n'avait aucune connaissance de cette maladie avant. Et bien sûr, c'était terrible, terrible. Je dois dire, peut-être la période le pire dans notre vie. L'autre problème dans la maladie de Duchenne, c'est qu'il y a aussi une atteinte du muscle cardiaque qui va également poser des problèmes dans la suite. Donc les patients peuvent avoir des problèmes cardiaques associés à leurs problèmes respiratoires et l'association de ces deux problèmes conduit finalement au décès à un âge relativement jeune.
juste cette maladie, j'ai pu quand même faire de l'art. Et puis, ouais, c'est pas évident non plus parce que j'ai peu de force physique, mais c'est un peu c'est justement un peu un challenge quoi, pour ma maladie de faire ça. Et tout a commencé en 2004. C'était où je suis fait handicap, il y a un peu des ateliers. Puis j'avais commencé à faire ce tableau. Et après, je me suis dit que à travers mon art, justement, je montrais un peu les autres valeurs que j'ai. J'ai mis en place une exposition ici, dans le cabinet de ma physio. Ouais, quand j'ai commencé, je connaissais pas grand-chose sur l'art. Alors j'avais un peu étudié un peu l'art de mon côté et c'est devenu vraiment quelque chose que j'aime bien, quelque chose de passionnant. C'est quelque chose qui arrive. On ne peut pas dire que c'est injuste, c'est comme ça. Qui va être en chaise roulante, qui va perdre sa force. Est-ce qu'ils vont être contents dans la vie? Est-ce qu'ils vont être heureuses? Mais encore beaucoup plus, évidemment, avec un enfant handicapé. Alors voilà où je travaille. Et ça, c'est une de mes tableaux qui est en cours. C'est un tableau sur les années 60. C'est une période que j'aurais bien voulu connaître. Oui, la maladie, c'est aussi gérer les choses pratiques. Il faut gérer les choses pratiques. Et il a une chaise roulante très performante. Il est beaucoup plus indépendant quand il est dans son chaise roulante. Il a son ordinateur. Il a des tas de choses qui lui aident à être indépendante. Par contre, point de vue des soins, ce genre de choses, ça prend énormément de temps. Je passais 2h30, 3h le matin pour faire les soins ou 2h la nuit. Pendant la nuit, il nous appelle pas mal parce qu'il a un ventilateur la nuit et puis il faut aller pour faire les petites, pour ajuster un petit peu ou donner à boire ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, il est extrêmement dépendant. De temps en temps, on est un petit peu fatigué. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de partager les soins, d'avoir une infrastructure où vous pouvez partager les soins. Mais surtout, il faut être très, très organisé. Et on est assez organisé. Donc on a dû construire cette chambre attachée à l'ancienne maison, qui est passée au rez-de-chaussée, évidemment. Donc on a installé un lit électrique, qui a plus... Voilà. Vous voyez, pour que ce soit plus facile, des toilettes accessibles, qu'un bain, la girafe pour le porter, le mettre dedans, des toilettes accessibles. Il aime bien prendre un bain quand il rentre le week-end à la maison parce que dans son foyer, il peut que prendre des douches. Et voilà, avec une porte, un peu une sortie de secours, cas où il y a un feu, il peut sortir plus rapidement. Ça, c'est des photos de quand il faisait sa confirmation. Ça, c'est notre frère aîné, Noël chez notre grand-mère, nos cousines, la famille à ma mère, grand-père, Hayden quand il était bébé. Comme ma mère vous a dit avant, il a arrêté de marcher quand j'avais 9 mois. Je ne me souviens pas de comment c'était avant que j'aille d'avoir 9 mois, alors je ne peux pas dire que c'était difficile parce que j'ai jamais connu la vie autrement. Mes parents s'occupent bien de moi, sauf quand ils tombent malades, évidemment, mais ça on peut rien y faire. C'est dur pour toute la famille.
Le seul traitement qui est actuellement proposé, c'est un traitement à base de cortisone qu'on donne relativement tôt et dont on sait qu'elle améliore la force musculaire. Pour l'instant, tous les autres traitements sont tout à fait expérimentaux. Nous, on essaye de comprendre comment le muscle se forme et peut se reformer durant la vie, et c'est un des maillons qui nous permettra potentiellement de guérir ces maladies. Il faut comprendre, dans le mécanisme global, qu'est-ce qui est limitant, quelle est la chaîne d'éléments qui à un moment est cassée et qui fait que le processus est enrayé. Et ça, c'est évidemment extrêmement compliqué. Nos muscles sont formés de très grandes cellules, et ces grandes cellules sont en permanence régénérées et reconstruite pour permettre de garder un muscle fonctionnel. Alors, c'est utilisé très largement pendant la croissance, ça vous permet de grandir, ou si vous faites de l'exercice musculaire, mais aussi on fait tout le temps des petites lésions de nos muscles, et on a une petite cellule, enfin des tas de petites cellules qui sont là, qui vont se mettre ensemble et qui vont reformer en permanence du muscle. Chez le myopathe, le problème majeur, c'est que ce mécanisme-là existe, mais comme il est surconsommé, selon la gravité de la myopathie va se manifester après quelques années de vie ou après 30 ans ou 40 ans de vie, au moment où cet outil réparateur est épuisé. Là, j'ai quelques images vous montrant d'autres applications, si possible, cette greffe de myoblaste. Donc, on a parlé de la greffe de myoblaste chez les myopathes. Donc, l'idée étant, vous avez un muscle normal, enfin un muscle myopathe avec des cellules musculaires, des grandes cellules, et on injecte ces petites cellules, ici en bleu, avec dans l'idée que ces petites cellules vont réparer le muscle malade, avec un deuxième avantage, c'est que si vous injectez des cellules d'un donneur normal, elles vont injecter aussi leurs gènes et corriger le défaut génétique. Pour avoir un effet réel, il faut faire des injections tous les millimètres, parce qu'on n'arrive pas à faire des injections globales, donc pour l'instant c'est pas réaliste. Mais il y a toutes les pathologies cardiaques, comme les infarctus du myocarde, où on utilise le même genre de technologie pour essayer de refaire du muscle cardiaque. Et puis les sportifs sont aussi intéressés par ces recherches, parce qu'en cas de gros claquage musculaire, on peut imaginer utiliser aussi ces cellules réparatrices pour activer le processus de réparation. Mais nous, on est évidemment, dans notre laboratoire, plus intéressés à une application face à la maladie, plutôt que aider un organisme sain à se régénérer un petit peu plus vite. Simplement. Une personne qui naît avec un déficit génétique qui fait que son muscle est fragilisé, selon le type de déficit, il va être plus ou moins fragilisé, et je vous rappelle qu'on a cet outil réparateur, la cellule satellite, le myoblaste, qui peut réparer le muscle. Si vous avez un déficit qui est relativement grave, comme par exemple la maladie de Duchenne, à ce moment-là, on commence à avoir des signes vers l'âge de 2, 3, 4 ans, et puis le patient est malheureusement déjà en chaise roulante, ne peut plus marcher à partir de l'adolescence. En permanence, vous refaites du muscle. Il faut se rendre compte que dans la vie de tous les jours, vous faites tout le temps des petites lésions dans le muscle qui sont en permanence réparées. D'ailleurs, quand vous en faites des grosses lésions, tout le monde connaît ça, c'est les courbatures. Vous courez trop alors vous n'êtes pas entraîné, vous faites des lésions un peu plus importantes, ça vous fait mal après 48 heures parce que le muscle se cicatrise, il y a un outil réparateur et puis après il n'y a plus de traces. Le patient myopathe, le problème c'est que cet outil, au bout d'un moment, il ne l'a plus. Donc même s'il reste relativement tranquille, il va continuer peu à peu à perdre du muscle. Et alors ça, selon la gravité de la myopathie, ça peut se manifester à l'âge de 2 ou 3 ans, où il y a des patients chez qui ça se manifeste à partir de l'âge de 60 ou 70 ans. Mais actuellement, réparer un gène, on n'est pas capable de le faire. Et c'est vraiment ce que l'on cherche à faire dans énormément de laboratoires. D'une façon ou d'une autre, l'idée, c'est soit de transférer un gène normal en injectant un myoblaste normal,
soit d'aller chirurgicalement changer les gènes dans les cellules malades. Pendant de nombreuses années, on a cherché à comprendre les mécanismes moléculaires et là, le Téléthon a joué un rôle important dans les injections d'argent de permettre. Maintenant, on a une bonne compréhension de ce qui se passe, on a une bonne compréhension de ce qu'on appelle la physiopathologie, des mécanismes moléculaires impliqués et ce qu'on veut, c'est guérir les gens. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si on arrête de faire de la recherche, il n'y aura jamais de réponse. Ça, c'est sûr. Mais si l'argent injecté amènera à une réponse dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans, malheureusement, c'est impossible de le dire. Et cette année, nous nous donnons la main entre les chercheurs, entre la REGA, puisque la REGA parraine le Téléthon cette année. Et dans le fond, eux cherchent à sauver des vies. Les chercheurs veulent faire avancer la recherche. Et puis nous, c'est de récolter des fonds pour eux et leur venir en aide aussi. Les 5 premières années ont été très bonnes. Et ensuite, il y a eu différentes baisses, puisque dans le fond, il y a eu passablement de catastrophes dans le monde, comme le tsunami ou d'autres, où là, les gens ont été très sollicités. Mais enfin, on remonte gentiment la pente. Et à ce jour, nous avons déjà 431 000 francs pour le Téléthon de cette année. J'aimerais rendre hommage surtout à l'équipe aussi de la logistique qui se dévoue sans compter année après année. Gérer 19 000 peluches, ce n'est pas forcément évident. Toutes les communes, tous ceux qui se donnent la main, c'est pas moins de 1000 personnes qui s'occupent du Téléthon. Et c'est ça qui est fabuleux. Et tout le monde a le droit à ma reconnaissance. Un grand merci à vous tous. Pour les 5 ans du Téléthon, nous avions pu remettre au Téléthon suisse le montant de 500 000 francs. Et cette année, nous avons un fil rouge. Si nous arrivions à doubler la mise, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Un rêve un peu fou, mais enfin, pourquoi pas? Essayons de rêver. Bon, pour Aiden, il a 24 ans maintenant. On ne pense pas trop à un remède pour lui maintenant. Mais par contre, pour les enfants qui sont plus jeunes ou les bébés qui ne sont pas encore nés, je crois qu'il y a une forte possibilité. La chose qui me concerne le plus maintenant, c'est les soins quotidiens, la qualité de vie qu'il a maintenant. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Parce que je crois, quelquefois, les gens oublient que les thérapies quotidiennes, par exemple, les soins pulmonaires, cardiaques, sont beaucoup améliorés depuis des années. Et c'est ça qui garde la bonne santé et qui donne une qualité de vie. Il y a tous ces soins qui se font maintenant qui sont très importants. Alors moi, je pense beaucoup plus à ça qu'à un remède éventuel. On vit dans l'immédiate, si vous voulez. Je suis très heureuse avec mes 3 garçons. Je trouve qu'ils sont très... il y a une grande complicité entre les 3. Ils le soutiennent l'un ou l'autre. Ils sont vraiment les frères très soudés. Je suis fière de les caractères de tous les 3, les caractères de tous les 3. Je suis fière d'Aiden, qu'il arrive à surmonter sa maladie, qu'il arrive à faire les choses qu'il a envie de faire, surtout avec une immense humour. Et il m'a dit que je ne dois pas dire courage, mais quand même, je trouve qu'il est assez courageux. Et il a prêt à tout faire. Et mon rôle, je trouve que c'est de rendre les choses possibles pour lui. Par exemple, son vernissage, d'essayer dans le maximum de rendre les choses possibles pour lui. Et oui, je suis contente d'être maman, je suis contente d'avoir mes 3 garçons, bien sûr. Il y a des moments quand on doit aborder cette question. Ça nous arrive déjà cette année, une fois, quand il avait tombé très malade et les médecins ont parlé avec lui. Et, ça, c'était un moment assez difficile. Aiden, il a beaucoup réfléchi, nous aussi, on a beaucoup réfléchi. Mais par contre, il faut vivre. Et Aiden, il a envie de vivre. Et on ne peut pas penser à la mort quand on a envie de vivre. Et Aiden, je crois,
fortement qu'il a une vie très heureuse, malgré tout. Je trouve qu'il a une bonne qualité de vie, il a des copains, il a tout ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui est, moi je trouve qu'il est assez extraordinaire, psychologiquement très très fort. Et nous on est prêts à tout faire en famille pour le soutenir, pour entourer. Et pour moi c'est comme ça qu'il faut continuer. Un de mes tableaux qui est joyeux. Et là, il a un petit détail drôle. Il a 2 petits souris qui mangent la fondue. Il a aussi un intrus, c'est le petit rhinocéros là, qu'on voit rarement avec tous ces autres animaux. Et surtout, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il a la même taille que l'écureuil. Je mets toujours un personnage dans les tableaux qui a rien à voir avec le reste. On a des bonnes pistes, je pense qu'il faut les poursuivre. Comme toujours, il ne faut pas être trop pressé parce que je crois qu'il faut avoir des bonnes bases au niveau de la recherche de laboratoire pour pouvoir ensuite la transposer à la clinique. Il y a encore beaucoup d'obstacles pour passer du laboratoire aux patients. Mais en tout cas, je pense qu'on a des bons espoirs. Vivre intensément. Je ne sais pas si ça va comme réponse, mais juste profiter de tout ce que la vie peut m'offrir. S'il trouve un remède, ce serait bien, mais je ne vais pas passer ma vie à espérer qu'il trouve un remède, quoi. Je vis avec ma situation actuelle.